Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Ce soir, émission numéro 28, en ce jeudi 16 juillet. Je commence l'émission en vous parlant d'une belle petite histoire d'un couple du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Hier, le temple de la renommée du hockey à Toronto a rouvert ses portes après avoir été fermé depuis le mois de mars en raison de la pandémie de COVID-19 que l'on connaît actuellement. Donc, ce couple du Saguenay-Lac-Saint-Jean, composé de Vincent Rodrigue et Charlie Morin, ont été les tout premiers visiteurs du temple depuis sa réouverture. Lorsqu'ils sont arrivés, le gardien de la Coupe Stanley est arrivé avec la coupe dans les mains et ils ont pu prendre des photos, donc un très beau souvenir. Et de plus, les responsables du Temple de la Renommée leur ont offert un laissez-passer à vie pour visiter le temple. Bref, une très belle histoire impliquant ce couple du Saguenay, du lac Saint-Jean et le Temple de la Renommée du hockey. Au programme de l'émission de ce soir, une actualité sportive pas comme les autres. En effet, au moment de m'enregistrer pour cette introduction-là, on est 11h le jeudi matin, puisque habituellement je fais ça pendant l'après-midi. Mais ouais, je fais ça à 11h, puisque je pars dans un chalet en vacances en début d'après-midi. Donc, entre le moment où je me suis enregistré hier soir pour l'actualité de l'émission d'hier et le moment où je vous parle en ce moment, vraiment peu de choses se sont passées dans le monde du sport. Donc, je vais faire. Il n'y a pas vraiment de nouvelles trop pertinentes à vous partager. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je vais vous partager mes prédictions pour la ronde qualificative de la LNH. Donc, la série 3 de 5 qui va compléter, dans le fond, les séries de la Ligue nationale en vue justement du retour au jeu qui aura lieu le 1er août prochain. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais survoler chacune des 8 séries de la ronde qualificative et ensuite, je vais vous donner mon pronostic. À l'entrevue aujourd'hui, on reçoit Samir Grib. Samir est impliqué dans le soccer depuis son arrivée au Québec en 1984. Il a été joueur avant et il est maintenant entraîneur du Rouge et Or soccer masculin depuis 2000, donc l'année 2000. Et il est également présentement directeur technique du Royal Beauport. Donc ça va être très intéressant de parler avec Samir Grib. Après, comme à chaque jeudi, Thomas Beauchemin sera avec nous pour sa chronique hebdomadaire. Il sera notamment question de l'alerte Amber et de la chasse à l'homme qui s'en est suivie. Et on parlera également des dénonciations massives dans le milieu artistique et culturel québécois en ce qui a trait aux abus sexuels. En musique, aujourd'hui, c'est le 6e jour du Festival d'été de Québec. C'est aussi un jeudi hit 2008-2016, donc des hits de la jeunesse des personnes de mon âge. Aujourd'hui, vous aurez droit à des chansons de Owl Nation et de Vance Joy. C'est l'heure maintenant pour moi de commencer à vous dévoiler mes prédictions pour la ronde qualificative de la Ligue nationale de hockey. Donc la première série, je vais commencer avec l'Association de l'Ouest. Donc la première série oppose les Oilers d'Edmonton qui ont terminé 5e aux Blackhawks de Chicago qui ont terminé 12e. Commençons par parler des Oilers. Donc les Oilers, d'abord et avant tout, c'est un monstre à deux têtes en attaque. Connor McDavid, qui est considéré comme plusieurs comme étant le meilleur joueur de la Ligue nationale en ce moment. Là, c'est un joueur rapide, c'est un joueur, bref, il a tout, il est impliqué défensivement, il a des excellentes mains, il a un tir des ligues majeures. Bref, Connor McDavid, et il a été très bien appuyé cette année par Leon Draisaitl. En effet, l'Allemand a remporté le trophée Artros remis au meilleur pointeur de la Ligue nationale. Donc, on a le meilleur joueur et le meilleur pointeur dans la même équipe. Donc, vraiment, les Oilers ont tout pour faire des flamèches. Toutefois, en défense, ça se gâte un peu. Les Oilers n'ont pas vraiment de superstar à la défensive. Donc, ils devront se fier, entre autres, sur Oscar Klefbom, Adam Larsson et Darnell Nurse, qui sont trois défenseurs qui seraient des bons défenseurs top 4 sans être des superstars pour contrer l'attaque des Blackhawks de Chicago. Et dans les buts, les Oilers sont bien nantis avec Mikko Koskinen, le Finlandais qui est un très bon gardien de calibre LNH. Maintenant,
les Blackhawks de Chicago qui affronteront les Oilers. Et ben les Blackhawks, ce que je retiens d'eux, c'est que c'est une équipe quand même très expérimentée. Et en effet, là, ils ont remporté la Coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015. Donc ça fait en sorte que ben, le fait que plusieurs joueurs là, sont de ces éditions-là sont toujours dans l'équipe actuellement, ben, fait en sorte que les Blackhawks sont, malgré leur classement, le 12e pourrait créer une surprise. À l'attaque, ils sont toujours menés là, par Patrick Kane et Jonathan Toews. Et depuis cette année, là, ils ont euh, vraiment une vague de jeunes là, qui a déferlé sur l'équipe. Entre autres, là, Dominic Kubalik, Alex DeBrincat et Dylan Strome là, sont tous des jeunes qui n'ont pas goûté à la Coupe Stanley, mais qui sont des joueurs là, très talentueux qui pourraient permettre aux Blackhawks de créer une surprise face aux Oilers. Au niveau de la défense aussi, c'est pas fameux. Là. On a Duncan Keith qui est le général de la défense depuis très longtemps. On ne sait pas encore si Brent Seabrook pourra jouer en série. Et c'est la même affaire pour le gardien. Là. Corey Crawford a manqué le début du camp d'entraînement car il a été déclaré par la LNH inapte à jouer. Donc ça ferait en sorte que c'est Malcolm Subban ou Colin Delia, là, deux gardiens avec très peu d'expérience, qui seraient dans les filets pour les Blackhawks de Chicago. Donc ils partent avec un gros désavantage. Donc, au final, en raison là, vraiment de l'attaque des Oilers d'Edmonton et d'une situation plus stable devant le filet, je dois y aller avec les Oilers pour gagner cette série-là. Les Blackhawks là, devraient peut-être gagner un match en raison de leur expérience, là, mais je dis Oilers en 4. Bien entendu, là, je dis en 4, mais la série c'est un 3-5. Là, donc la série 3-1 pour les Oilers, c'est ça ma prédiction. Maintenant, je vous parle de la deuxième série entre les Predators de Nashville qui ont terminé 6e de l'Association de l'Ouest et les Coyotes de l'Arizona qui ont terminé 11e. Donc chez les Predators de Nashville, on peut observer une attaque dans la moyenne. Quelques joueurs là, qui ont jadis été des superstars, mais qui sont moins performants là, ces jours-ci. On peut penser entre autres à Ryan Johansson, à Matt Duchene ou à Philip Forsberg, qui sont trois joueurs là, de grand talent. Ensuite, mais là, si on regarde leur défense, les Predators de Nashville, et bien là, on voit vraiment une défense d'une équipe championne là, semblable à celle qui s'est rendue là, en finale de la Coupe Stanley face aux Penguins il y a quelques années. Vraiment là, Roman Josi, Mattias Ekholm, Ryan Ellis et Dante Fabro, c'est un excellent top 4 défensif qui pourrait permettre, là, et encore plus, ce top 4 défensif est devant deux excellents gardiens, là, peu importe qui garde les buts. Pekka Rinne, le vétéran qui s'est fait un peu là, subtiliser son poste par le jeune Jude Saros. Bref, on ne sait pas encore qui va garder les buts entre Rinne et Saros, mais peu importe c'est qui, là, la défense là, des Predators est très bien nantie. Maintenant, les Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes de l'Arizona, de leur côté, ils ont une excellente attaque. Vraiment une attaque, comme je l'ai écrit là, dans mes notes, une attaque jeune et dynamique. On y retrouve là, des joueurs tels que Nick Schmaltz, Clayton Keller, Christian Dvorak, sont tous des bons jeunes joueurs. Et on y ajoute là, des excellents vétérans là, tels que Phil Kessel, Taylor Hall, Derek Stepan. Bref, cette équipe, selon moi, cette attaque est excellente et pourrait très bien là, donner des mots de tête à la défensive niveau élite là, des Predators de Nashville. Et si on regarde la défense des Coyotes de l'Arizona, on y retrouve rapidement là, une défense largement moins bonne que celle des Predators, mais tout de même là, potable, dans la moyenne de la ligue. On y retrouve bien évidemment comme superstar Oliver Ekman-Larsson. Après, on a le jeune là, Jacob Chychrun qui s'impose là, lentement mais sûrement comme étant un défenseur top 2 là, dans la Ligue nationale, un défenseur de première paire. Et ils sont appuyés là, par des vétérans tels que Jason Demers et Niklas Hjalmarsson. Et devant le filet, Antti Raanta et Darcy Kuemper devraient se partager le travail. On ne sait pas encore trop qui sera numéro 1, puisque les deux ont connu une excellente saison. Bref, ces deux gardiens là, qui sont très solides.
Donc, la clé de la série, selon moi, va se retrouver vraiment à l'attaque des Coyotes. Est-ce que les jeunes qui sont présents là vont se lever ou, comme plusieurs jeunes à leur première participation dans des matchs de série, vont, comme le mot anglais le dit, choke? Eh bien, moi, je pense que les Coyotes vont réussir là, à créer une surprise. Là. L'attaque dynamique, rapide et jeune des Coyotes devrait réussir là, à passer la défense élite des Predators de Nashville. Ce sera bien entendu une série serrée et longue, mais je prédis une victoire en 5 matchs des Coyotes de l'Arizona. Maintenant, je vous parle de la série entre les Canucks de Vancouver, les 7e de l'Ouest, et le Wild du Minnesota, 10e de l'Ouest. Pour commencer, les Canucks, ça c'est une équipe qui ressemble un peu à celle des Coyotes. Une attaque, comme je l'écris dans mes notes, là, qui est dynamique et imprévisible. On a des joueurs là, tels que Elias Pettersson, Brock Bowser ou Tyler Toffoli qui sont tous des jeunes vedettes et ils sont bien là, appuyés par des joueurs tels que JT Miller ou Brendan Sutter ou Tanner Pearson. Bref, l'attaque des Canucks, rien à redire là-dessus. Là, c'est vraiment une excellente attaque. Toutefois, à la défense, ça se gâte un peu. Là. J'ai écrit que c'était une défense correcte. Des vétérans tels qu'Alex Edler, Tyler Myers et Christopher Tanev devraient suffire là, pour être considérés comme une bonne défensive. Et bien entendu, on trouve la jeune vedette Quinn Hughes, qui est considérée là, comme un nominé au trophée Calder, bref, une des meilleures recrues cette année. Et dans les buts, il a été blessé là, avant l'arrêt des activités, mais il devrait être en mesure de revenir au jeu. Jacob Markstrom, et c'est vraiment imposé là, comme étant un gardien élite de la Ligue nationale dans ces dernières années. Donc, les Canucks, là, vraiment rien à redire là-dessus. Chez le Wild du Minnesota, on trouve une équipe expérimentée. Là. Des joueurs tels que Mikko Koivu, Zach Parise, Eric Stahl, Matt Zuccarello. Bref, c'est tous des vétérans qui sont en fin de carrière et qui doivent espérer là, faire un bon bout de chemin en série là, dans les prochaines années pour justement remporter la Coupe Stanley pour quelques-uns d'eux. Et au niveau des jeunes là, de cette attaque, on retrouve entre autres Kevin Fiala et Alex Galchenyuk, deux joueurs deux joueurs qui sont accompagnés de d'autres jeunes, là, disons, assez suspects, là, qui n'ont rien prouvé, là, entre autres en série, depuis le début de leur carrière. Et au niveau de la défense, ben, on trouve vraiment un top 4 solide. Ryan Suter, Matt Dumba, Jared Spurgeon et Jonas Brodin. C'est 4 excellents défenseurs dans la Ligue nationale de hockey. Mais toutefois, un gros point d'interrogation devant le filet. On retrouve là Devin Dubnyk qui a connu une saison en deçà des attentes. Son backup, là, son gardien substitut, Alex Stalock a été quand même correct en relève, mais Stalock reste là un gardien réserviste là, dans la Ligue nationale de hockey. Donc selon moi, là, vraiment en raison de leur attaque et de leur solide gardien, et aussi du fait que le Wild là, est plutôt vieux et que les jeunes qui sont là manquent d'expérience et manquent vraiment de confirmation à un plus haut niveau. Je pense que les Canucks devraient l'emporter en 3 petits matchs, là, une série qui, selon moi, là, va être très facile à gagner pour les Canucks de Vancouver. Là, bien entendu, il ne faut pas sous-estimer le Wild, il pourrait créer une surprise, mais j'ai vraiment l'impression que les Canucks, là, avec la saison qu'ils sont connus, ils sont prêts là, à gagner en 3 petits matchs contre le Wild du Minnesota. Maintenant, dernière série dans l'association de l'Ouest, les Flames 8e contre les Jets 9e. Du côté des Flames, on retrouve une jeune attaque où les meilleurs joueurs sont tous âgés de moins de 26 ans. Matthew Tkachuk, Johnny Gaudreau, Sean Monahan et Elias Lindholm sont vraiment les 4 attaquants vedettes des Flames de Calgary. Ils sont entourés là, de bons vétérans comme Mikael Backlund et Milan Lucic. À la défense, c'est quand même très solide, et ce, même si Travis Hamonic s'est retiré du tournoi de la reprise au jeu pour des raisons familiales. On retrouve entre autres là, Mark Giordano, Noah Hanifin, TJ Brody, Eric Gustafsson. Ça, c'est tous des joueurs là, excellents là, pour la défense des Flames de Calgary. Donc, je trouve que leur défense, c'est vraiment là, rien à redire là-dessus. Devant le filet, ils ont un gardien solide en David Rittich qui a confirmé là, dans la Ligue nationale ces dernières années. On peut se fier sur lui là, comme étant un gardien numéro 1.
Maintenant, chez les Jets de Winnipeg, la première chose qu'on voit là, quand on regarde l'alignement, c'est une attaque explosive. Mark Scheifele, Patrick Laine, Kyle Connor, Nikolai Ehlers, Blake Wheeler, Jack Roslovich, qui ne rêverait pas d'un top 6 comme ça? C'est vraiment là 6 joueurs excellents à l'attaque qui font en sorte là, vraiment que les Jets ont vraiment une puissance offensive redoutable. Toutefois, quand on regarde la défense, eh ben, on voit rapidement que c'est une défense à exploiter. Là. Comme défenseur numéro 1, on retrouve Josh Morrissey, qui est un bon défenseur là, de première paire dans la Ligue nationale de hockey. Mais après ça, ça descend très très vite. Là. On pourrait même retrouver là, l'ancien du Canadien Nathan Beaulieu sur un top 4, là, ce qui est pas peu dire. Donc vraiment, on a vraiment une défense à exploiter là, chez les Jets de Winnipeg. Mais toutefois, devant le filet, on retrouve là un gardien élite dans la Ligue nationale de hockey, soit Connor Hellebuck, qui connaît là, vraiment des très bonnes saisons ces dernières années et qui a vraiment confirmé là, comme étant un des meilleurs gardiens de la Ligue. Donc vraiment, j'ai l'impression que si la série se porte davantage sur l'attaque, les Jets vont être avantagés là, en raison de leur force de frappe là, inimaginable. Mais si la série est plus défensive, eh ben, ça va être à l'avantage des Flames de Calgary parce que oui, là, Hellebuck va pouvoir faire des miracles, mais il va pas pouvoir tout arrêter. Tandis que la défense des Flames est vraiment remarquable. Moi, j'ai l'impression que la force de frappe là, offensive des Jets, même s'ils ont connu pour plusieurs d'entre eux là, une saison en deçà des attentes, ils vont pouvoir là, remporter la série face aux Flames de Calgary. Selon moi, ça va être une série très longue. Donc, je prédis les Jets en 5 matchs. On s'en va maintenant dans l'association de l'Est. Je vous parle de la série là, que plusieurs d'entre vous attendent, celle entre les Penguins de Pittsburgh, 5e, et le Canadien de Montréal, 12e. Donc, commençons par parler là, des Penguins de Pittsburgh. Au niveau de l'attaque des Penguins, comme pour les Oilers, on trouve un monstre à deux têtes. Evgeny Malkin, Sidney Crosby, c'est vraiment deux joueurs là, qui sur un premier et un deuxième trio, là, tu peux mettre n'importe qui avec eux, ça va donner vraiment des trios excellents. Et de plus, ils ont une très bonne profondeur. Là. On regarde des joueurs comme Connor Sherry, comme Zach Aston Reeves, comme Jared McCann, c'est tous des joueurs qui peuvent qui sont là sur des trios inférieurs, qui peuvent faire la différence. Et en plus, à la date limite des échanges, ils ont mis la main sur un vétéran là, très connu en Patrick Marleau qui pourra faire en sorte là, de guider certains plus jeunes là, qui n'ont pas gagné les 2 Coupes Stanley avec les Pingouins pour les mener là, en série. Si on regarde la défense, on trouve une défense correcte là, avec comme tête d'affiche Chris Letang. On a également des jeunes là, comme Marcus Peterson ou John Marino qui auront l'occasion là, en série de briller. Et dans les buts, c'est un point d'interrogation. Mais au niveau de savoir quel sera le gardien numéro 1, est-ce que ça va être Matt Murray, le gardien qui a mené les Penguins vers leurs 2 Coupes Stanley, ou est-ce que ça va être Tristan Jarry, le gardien, là, le jeune gardien qui a connu là, une meilleure saison que Matt Murray. Donc ça va être à suivre. Chez le Canadien de Montréal, on a une attaque plutôt jeune, sans trop d'expérience de série. Là. Une attaque qui va être menée par Jonathan Drouin et par Max Domi. Bien entendu, si Max Domi participe là, au tournoi. Au niveau de la défensive, on a une défensive correcte. Chez Weber, il sera bien évidemment le général et il est excellent. Là, ça va être... le Canadien devra beaucoup là, se fier sur Weber s'ils veulent venir à bout là, des Penguins de Pittsburgh. Mais on retrouve également là, Jeff Petrie et Ben Sherratt qui sont deux défenseurs là, qui ont vraiment connu des très bonnes saisons, là, surtout Sherratt qui a vraiment explosé cette année avec le Canadien de Montréal. Et dans les buts, là, on retrouve un gardien élite, nul autre que Carey Price là, qui est toujours là et qui devra voler des matchs littéralement là, pour permettre aux Canadiens de l'emporter. Donc vraiment le gros duel de la série, ça va être Crosby et Malkin contre Price. J'ai l'impression que Price là, va réussir à voler un match, mais la force de frappe des Pingouins là, est vraiment excellente. Et selon moi, les Pingouins là, vont gagner en 4 matchs et le Canadien devra se rabattre sur 12,5% de chance de repêcher Alexis Lafrenière.
Maintenant, je vous parle de la série Hurricanes-Rangers. Les Hurricanes ont terminé 6e de l'Est et les Rangers 11e. Les Hurricanes, sérieusement, ils ont une excellente attaque. Menée par Sébastien Aho, Teuvo Teravainen, Andrei Svechnikov, c'est vraiment des joueurs là, très dominants. De plus, sont même allés chercher, là, ils ont même ajouté là, leur ancien capitaine Justin Williams qui est revenu là, près de la date limite des transactions pour sortir de sa pause du hockey pour venir aider les Hurricanes. Donc vraiment là un bon mélange de jeunesse et d'expérience pour les Hurricanes de la Caroline. Là, on trouve entre autres aussi Jordan Staal. Bref, très bonne attaque chez les Hurricanes. Et à la défense, c'est également très solide. À la date limite des transactions, on est allé chercher un Brady Shea là, qui est vraiment un excellent jeune défenseur. On ajoute à ça le Dougie Hamilton et Jacob Slavin, qui sont deux excellents défenseurs de première paire. Là. On retrouve une défensive redoutable. Toutefois, on a un petit point d'interrogation là, devant le filet. Peter Mrazek et James Reimer, qui sont les deux gardiens. Mrazek est un bon gardien, mais c'est pas un gardien élite qui va pouvoir voler des matchs dans les séries. Donc, vraiment, on va se fier beaucoup sur l'attaque et sur la jeunesse en défensive. Chez les Rangers de New York, on retrouve une attaque explosive. On avait là, Artemi Panarin et Mika Zibanejad qui faisaient tout un duo avant la pause des activités. Là. Zibanejad qui a entre autres eu un match de 5 buts. Donc c'est vraiment incroyable là, comment ce duo-là était prolifique. Toutefois, là, à la défense, c'est plutôt suspect. On a Jacob Trouba comme étant le défenseur numéro 1, lui qui a jamais mené là, une équipe, lui qui a jamais été défenseur numéro 1 d'une équipe en série. Mais on retrouve là, toutefois des bons jeunes là, comme Adam Fox et Anthony DeAngelo. Et dans les buts, on a 3 bons gardiens, dont le vétéran Henrik Lundqvist, qui sera sans doute appelé à défier là, les Hurricanes devant le filet des Rangers. La clé de la série, selon moi, ça va être soit Artemi Panarin et Mika Zibanejad qui vont faire leur show, entre guillemets, là, excusez l'anglicisme, mais qui vont vraiment voler la vedette dans cette série, ou ça va être une série plus défensive, où vraiment là, c'est la défense des Hurricanes qui va faire la différence. Et je penche plus vers la deuxième option. Je pense que les Hurricanes vont remporter cette série en 4 rencontres. Avant-dernière série maintenant, les Islanders de New York contre les Panthers de la Floride. Tout d'abord, les Islanders, ils ont une attaque très mélangée, je dirais, ayant comme vedette Matthew Barzal. Barzal, lui, pourra s'appuyer là, sur plusieurs joueurs de talent tels que Jean-Gabriel Pajot, Anders Lee et Jordan Eberle pour l'appuyer là, pour mener l'attaque des Islanders de New York. Ils ont également une défense jeune et solide. Johnny Boychuk et Nick Leddy comme étant les deux têtes d'affiche. Ils sont appuyés là, par, entre autres, le jeune ancien là, de la LHJMQ, Noah Dobson, et le jeune également de 25 ans, Ryan Pulock. Les Islanders ont une défense, oui, très bonne, mais inexpérimentée, donc on va voir ce que ça va donner rendu en série. Et dans les buts, le gardien numéro 1 risque d'être le russe Semyon Varlamov, lui qui a beaucoup d'expérience avec soit l'Avalanche et les Capitals. Donc je suis pas trop inquiet là, pour devant le filet les Islanders de New York. Leur adversaire, les Panthers de la Floride, et ben les Panthers, eux, ils ont une attaque explosive. Là. Ils comptent entre autres sur 4 joueurs exceptionnels à l'attaque, là, 4 joueurs de premier trio, alors que tu as juste besoin de 3 joueurs pour faire un premier trio. Bref, Jonathan Huberdeau, Alexander Barkov, Mike Hoffman et Evgeny Dadonov, c'est 4 joueurs qui sont vraiment incroyables et qui l'ont été aussi incroyables cette année pour les Panthers de la Floride. Toutefois, quand on regarde la défense, là, on voit une défense correcte. Un bon mélange de jeunes et de vétérans là, mené par Aaron Ekblad, lui qui est âgé de 24 ans. Et si on regarde devant le filet, ils ont un gardien solide, Sergei Bobrovsky. Il est capable de faire... il est capable là, de sortir des très mauvais matchs comme il est capable de sortir des très bons matchs. Donc c'est un peu un point d'interrogation. Mais quand tu signes un gardien 10 millions, là, t'espères qu'il va t'aider en série. Donc j'espère pour les Panthers que Sergei Bobrovsky va connaître une bonne série, mais c'est toutefois là, très envisageable qu'il croule sous la pression et qu'il connaisse aussi une très mauvaise série. Donc selon moi, étant donné que les deux attaques là, sont excellentes,
Je pense que ça va être une série très offensive qui va aller vraiment à l'équipe qui va avoir la meilleure attaque et surtout là, la meilleure balance là, entre attaque-défense. Donc, pour cette raison-là, je pense que les Islanders devraient l'emporter en 5 matchs. Ils ont plus de profondeur que les Panthers. Donc, bien entendu, ça va être une très longue série avec les deux équipes là, qui auront leur chance là, de remporter la série. Mais Islanders en 5 pour cette série-là. Finalement, la dernière série, là, les Maple Leafs de Toronto qui affronteront les Blue Jackets de Columbus, 8e de l'Est contre 9e de l'Est. Chez les Maple Leafs, eh ben, on retrouve là, plusieurs joueurs de grand talent à l'attaque. Austin Matthews, John Tavares, Mitchell Marner, William Nylander, Kasperi Kapanen. C'est tous des joueurs qui sont capables là, de changer un match là, à eux seuls. Vraiment, leur attaque est explosive et ils comportent également là, de bons vétérans comme Tavares, justement, et également le bon vieux Jason Spezza. Si on regarde la défensive, c'est une défensive très bonne, mais également très jeune, ayant peu d'expérience. Donc, Morgan Riley va être celui qui va mener cette défense. Jake Muzzin est lui qui a le plus d'expérience, lui qui a entre autres gagné la Coupe Stanley avec les Kings de Los Angeles. À voir là, si les jeunes Cody Ceci ou Travis Dermott là, vont pouvoir apporter leur grain de sel pour faire une différence dans cette série. Et devant le filet, ben, les Maple Leafs n'ont pas trop à s'inquiéter. Là. Frederick Anderson est vraiment là, un gardien sur lequel on peut se fier dans les grands moments. Et si on regarde là, les Blue Jackets de Columbus l'an dernier, eux autres qui ont créé une surprise incroyable là, en battant le Lightning de Tampa Bay en 4 petits matchs au premier tour. Et ben cette équipe qui avait sorti le Lightning n'est pas du tout là, la même cette année, avec Panarin, Duchesne et Bobrovsky qui sont tous allés voir ailleurs lors du marché des joueurs autonomes. Mais tout de même, là, cette équipe reste menée par Cam Atkinson, Nick Foligno et Boone Jenner, là, qui sont 3 joueurs excellents. Et depuis là, on a ajouté à ce noyau Gustav Nyquist, bien aussi Pierre-Luc Dubois, le Québécois, qui va être là pour occuper un poste là, sur le top 6 et aider les Blue Jackets à l'emporter. Donc, on a une attaque correcte, mais si on regarde la défensive, là, c'est vraiment excellent. Là. 2 superstars en Seth Jones et Zachary Werenski. Donc, vraiment hâte de voir comment ces deux-là vont réagir là, en série face à l'attaque incroyable des Maple Leafs de Toronto. Et ils vont être bien appuyés là, des gars comme Ryan Murray ou le Québécois David Savard là, sont très bons et ajoutent une belle profondeur à la défense des Blue Jackets de Columbus. Devant le filet, c'est Elvis Merzlikins qui devrait être le gardien numéro 1. Lui, il a connu une excellente saison. Il aurait pu être un dénommé là, au Trophée Calder tellement il a été excellent cette année. Ça va être sa première fois en série dans la Ligue nationale de hockey. Donc, j'ai bien hâte de voir là, comment Elvis va se débrouiller. La clé de la série, bien entendu, se retrouve à l'attaque des Maple Leafs de Toronto. Si Matthews, Tavares et Marner, sont capables de connaître d'excellentes séries, et bien, selon moi, les chances des Blue Jackets là, sont très minimes afin de l'emporter la série. Toutefois, un petit manque d'expérience chez les Maple Leafs, là, je pense, pourrait permettre aux Blue Jackets de remporter au moins 2 parties. Mais les Maple Leafs, là, selon moi, vont gagner en 5 rencontres. Voilà, c'est ce qui conclut mes prédictions en vue de la ronde qualificative de la Ligue nationale de hockey. J'ai très hâte que le hockey reprenne enfin. Là, c'est dans 12 jours avec les matchs hors concours ou dans 16 jours pour les séries 3-5 de la ronde qualificative. Par le passé, je n'ai jamais été très bon dans les poules de hockey, donc ça se peut que je sois totalement dans le champ avec mes prédictions, mais toutefois, là, je ne l'espère pas. On va maintenant en musique pour la première fois de l'émission dans le Festival d'été de Québec à Boisvert Radio. Voici Owl Nation avec Sail et au retour, Samir Grib est avec nous. Restez là.
On est de retour à Boisvert Radio. Aujourd'hui, on reçoit Samir Grib. Samir est l'entraîneur du Rouge et Or soccer masculin depuis 2000. Il est aussi le directeur sportif du club de soccer Royal Beauport. Bonjour Samir, vous allez bien? Oui, bonjour Charles. D'abord, commençons par la base. D'où est venue votre passion pour le soccer? Je pense que je l'ai toujours eu. J'ai toujours voulu être un joueur de soccer professionnel. J'ai toujours été un passionné. Alors, c'est ce qui. Et puis j'en ai fait un métier parce que j'étais pas prédestiné à gagner ma vie avec le soccer, mais j'ai réalisé ce rêve-là. Moi, j'ai fait un bac en sciences politiques. J'ai fait même des études majeures en économie, une maîtrise en relations internationales. J'ai pas fini mon essai et je voulais devenir diplomate. C'était ça un peu le. Okay. Et j'ai travaillé pendant 1 an et demi à Radio-Canada. Et là, on m'a offert une job à temps plein à la télé parce que j'étais à la radio d'ailleurs. Et c'est là que j'ai pris la fameuse décision de vivre du sport. Et depuis ce temps-là, je coachais à Garneau, j'avais créé mon école de soccer privée, je travaillais au sport-études à Cardinal-Roy. Et après, je suis devenu DT à Beauport, puis je suis avec le Rouge et Or depuis 2000. Good. Voilà. Vous venez de la Tunisie, vous êtes arrivé au Québec en 1984. Quel a été votre parcours de joueur et d'entraîneur avant d'arriver comme entraîneur-chef avec le Rouge et Or en 2000?
Bah, c'est pas compliqué. En Tunisie, j'étais juste joueur. Quand je suis arrivé ici, j'étais joueur avec les Caravelles de Sainte-Foy. OK. À l'époque, il y avait la Ligue nationale de soccer du Québec, qui était une ligue semi-pro. Il n'y avait même pas il y avait pas l'Impact ou le Supra de Montréal qui était l'ancêtre de l'Impact. Donc, on jouait dans cette ligue-là. Et puis, moi, je savais que je voulais devenir coach. Donc, dès ma première année, j'ai commencé à coacher. J'ai adoré, j'ai eu la piqûre. Puis, j'avais comme programmé ma carrière en coachant presque toutes les catégories, en montant tranquillement U8, U9, U10. J'ai coaché garçons et filles. Puis finalement, voilà. Alors, je me rappelle, j'oublierai jamais ma première équipe U8, c'était à la paroisse Sainte-Geneviève à Sainte-Foy. OK. Et puis après, j'ai gravé les échelons tranquillement avec tous les diplômes que j'ai eus ici. Moi, tous mes diplômes sont québécois, sont canadiens. Après, j'ai coaché 13 ans à Garneau, OK. collégial. L'équipe de soccer des Élans de Garneau, là, au Oui, collégial? j'ai OK. commencé avec les filles. J'ai fait 2 ans avec les filles, 11 ans avec les garçons. On est monté dans le 3. Puis quand le Rougeur a relancé son équipe masculine, parce qu'il y a déjà eu du soccer masculin du Rougeur dans les années 70. OK. Donc moi, j'ai postulé, puis j'ai monté le projet pour devenir le coach du Rougeur. Voilà. Après, on avait une équipe qui s'appelait le Select, qui était une équipe universitaire, mais d'été, pour faire des matchs amicaux. Ensuite, le Select a fusionné avec le Royal de Beauport. C'est devenu le Royal Select pour les équipes 3 depuis, OK. 2000, depuis le 2006. Voilà, Charles, depuis ce temps-là, en fait, j'ai organisé ma vie en fonction de ce que j'aime, le soccer. Donc oui, je suis coach, je suis DT, je suis un directeur de cours aussi. Alors, même si en ce moment, j'ai énormément de travail avec la reprise, Ouais. j'ai pas le droit de me plaindre. Je gagne ma vie avec ma passion et ça n'a pas de prix. Parfait. Lorsqu'en 2000, là, vous voyez le poste d'entraîneur du Rouge et Or vacant, vous décidez de postuler. Quels facteurs ont fait en sorte que, justement, qu'est-ce qui vous a poussé là, à postuler pour ce poste-là? En fait, le poste n'a pas été ouvert. OK? On vous Euh, l'a proposé? oui, parce que moi, j'ai poussé pour repartir ça. OK. C'est moi qui est allé voir le Rougeur et avec l'aide de mon ami LDR Duhart, qui est décédé, comme vous le savez, il y a 1 an et demi. Mhm. Donc, lui coachait déjà les filles. Les filles sont arrivées 5 ans avant. Donc, moi, en fait, même quand j'étais étudiant, je relançais toujours les autorités de l'université pour développer une OK. équipe masculine. Donc là, Madame Hélène Harvey nous a fait confiance et on a démarré les garçons en 2000 et donc c'est comme ça que j'ai eu le poste. OK. Au cours de vos 19 saisons là, passées à entraîner le Rouge et Or, vous avez vu passer sûrement là, plusieurs joueurs de talent. Mettons, quels sont les deux, trois joueurs là, qui vous viennent en tête là, comme étant les meilleurs joueurs que vous avez jamais dirigés? Et pour nous donner une idée là, à peu près jusqu'où ils se sont rendus. Il y a eu beaucoup de joueurs effectivement qui sont passés par le Rouge et Or. Il y a d'abord le premier que j'ai en tête, parce qu'il travaille encore avec moi aujourd'hui, c'est Michel Mananga. OK? Donc Michel, il était capitaine du Rouge et Or et il était là de 2002 à 2006. Donc Michel est exceptionnel parce qu'il a joué professionnel à l'époque. Il a joué à un plus haut niveau en France. Et OK? c'est un des meilleurs joueurs qu'on ait jamais eu. Il a raccroché ses crampons l'année passée. OK? Donc Michel, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est peut-être le joueur qui a joué le plus haut niveau qui est à Québec actuellement. Il y a Alexandre Lévesque-Tremblay. OK? Alexandre, là, bon, là il joue pour le plaisir. Donc Alexandre Lévesque-Tremblay, qui était le capitaine de l'édition 2009 championne canadienne. OK? Lui, il a tout fait. Là. Moi, je le connais depuis l'âge de 8-9 ans. Il a fait les équipes du Québec. Donc, il a fait le Rougeur. Il a joué avec Beauport. C'était un joueur exceptionnel. Il y a Samuel Georget. Samuel Georget qui joue avec le Rougeur. Il a été élu meilleur joueur au Canada en 2012. Mais il y a plein d'autres bons joueurs qui sont passés par le programme. C'est toujours OK? dur de nommer des joueurs, mais je vous ai nommé ceux qui sont restés vraiment le plus longtemps, mais il y en a plusieurs. Gabriel OK? Moreau, Michel La Liberté, il y en a plein. OK? Vous avez remporté, là, comme vous venez de le mentionner, le championnat universitaire canadien en 2009. Là, parlez-moi de cette année-là, là, parlez-moi genre de votre équipe, de votre parcours. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez gagné?
Oui, c'était une année exceptionnelle parce que c'était un exploit historique dans le sens que on a remporté le championnat de la saison régulière, le championnat canadien et aussi le championnat provincial hivernal. Ouais. Le trio inédit, aucune université ne l'a fait jusqu'à maintenant. C'était un groupe très particulier, c'était des amis. Il y avait une chimie exceptionnelle. C'était pas nécessairement la meilleure équipe en termes de, comment dirais-je, on a déjà eu des équipes un peu plus talentueuses, mais le talent sans un état d'esprit, sans une âme, tu peux pas gagner. Donc, il y a d'autres types de talents, et entre autres la cohésion d'équipe. Et ce groupe-là, c'était un groupe qui était très, 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 très soudé. D'ailleurs, on a fêté le 10e anniversaire de la victoire l'automne Ouais. dernier. Ils étaient tous là et puis on a vu qu'ils sont restés amis pour la vie. C'est ça qui est magnifique, Charles, avec le sport, c'est que tu te fais des amis puis ça reste pour le restant de tes jours. Donc effectivement, c'est une année exceptionnelle puisque c'était bien. Pourtant, on a eu beaucoup de problèmes pendant l'année, mais on dirait qu'à chaque fois qu'il y avait un problème, ben, les groupes étaient encore plus soudés. Je vais vous donner un exemple. En finale, on perd 2-0 après 20 minutes contre McGill. Et McGill, OK. c'est une équipe qui vient de notre conférence. Et une semaine avant, on jouait contre McGill en finale provinciale, puis on les a battus 3-0. Puis OK. une semaine plus tard, on joue en championnat canadien. Donc on perd 2-0 et puis on marque 3 buts juste avant la mi-temps. 3 buts en 5 minutes, puis on gagne 3-2. Donc c'était vraiment une belle histoire. Comme un film américain qui finit bien. Ouais. Vous avez là, à maintes reprises, là, 6 fois été nommé meilleur entraîneur universitaire au Québec et une fois là, l'année du championnat en 2009, meilleur au Canada. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir ces prix-là en grande quantité? Ben, c'est sûr, c'est un honneur. C'est sûr que c'est toujours agréable, mais il ne faut pas oublier une chose, puis je vous le dis en toute humilité, un entraîneur n'est rien sans son staff, puis n'est rien sans ses joueurs. Hmm, Si on c'est a du ça. succès, je me considère comme un chef d'orchestre et je m'arrange pour que la musique qui est jouée soit belle. Pour que la belle musique soit belle, il faut que chaque joueur connaisse sa partition. Et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais je veux vous nommer quand même quelqu'un qui est avec moi depuis 18 ans, c'est un ancien joueur du Rouge et Or, Michel Fischer, OK. qui est mon collègue, qui est mon adjoint depuis tout ce temps-là. Et je pense qu'on fait une très belle équipe. Voilà, les honneurs individuels, oui, sont agréables à prendre, faut l'avouer, mais il ne faut pas oublier que un entraîneur devient un meilleur entraîneur aussi grâce aux joueurs. Il faut avoir des bons joueurs. Ça, c'est important aussi. Il n'y a pas de facteur chance. Oui, la chance existe un peu, mais il y a beaucoup de travail. Puis il faut avoir aussi des bons joueurs pour avoir du succès. Ouais, c'est sûr. Est-ce que vous envisagez encore de progresser là, dans le monde du coaching? Est-ce que vous désirez entraîner là, plus haut que le niveau universitaire? J'ai déjà eu des occasions pour aller un peu plus haut, mais sauf que moi, je connais ma mission, c'est développer le soccer dans la région de Québec. OK. Par, par exemple, avec le Royal de Beauport, ben, on voudrait avoir une équipe en PLSQ. Je travaille personnellement pour qu'on ait une équipe de la CPL à Québec. Mhm. On en parlera après. Ouais. Mais ça c'est un vœu d'un technicien qui rêve de voir sa ville, une ville que j'adore, avoir une équipe pro pour faire rêver nos jeunes. Je voudrais que nos jeunes grandissent à Québec et ils se disent ah, je peux être pro dans ma propre région, ça je vais tout faire. Parce que pour coacher l'équipe, pas nécessairement, parce que je suis très très content de ce que je fais, développer les jeunes dans le cadre de mes fonctions de directeur technique à Beauport, puis développer les joueurs dans le cadre du Rouge et Or. Excellent. Donc, mais par contre, au niveau des formations, là, je prends toutes les formations possibles. Donc là, OK. actuellement, je suis en train de finir la licence A. Je suis inscrit à l'Institut national du sport du Québec. Donc ça, c'est l'équivalent de PNCE 4 et 5. Donc, au niveau des formations, ça, là, c'est illimité. Ça, j'arrêterai pas. OK. C'est bon. Parlons maintenant là, de votre poste de directeur technique là, du Royal Beauport. Pendant la pandémie que l'on vient de vivre, là, est-ce que vous avez gardé contact avec certains des joueurs et si oui, comment? Ah, c'est sûr. Exactement. OK. C'était même un devoir, que ce soit avec le Rougeur, avec Beauport. Tous les entraîneurs à Beauport, mais même, je pense que tous les entraîneurs des autres clubs, ils ont tous gardé un contact avec leurs athlètes par Zoom. Hein. Tout le monde a découvert Ouais. Zoom, Charles, n'est-ce pas? Ah, c'est sûr, ça a Et été c'est utile. très, très, très utile en faisant des programmes d'entraînement physique.
à distance. Mm. Donc, moi, je la faisais une rencontre Zoom aux 3 semaines. Et tous les coachs du club faisaient la même chose. OK, c'est bien. Vous avez parlé là, de la PLSQ tantôt. Là. Comment est-ce que vous voyez l'avenir là, du Royal Beauport? Là? Vous voulez faire encore grandir ce club-là? Comment, là, j'ai vu là, que dans certains articles que vous souhaitez intégrer la première ligue de soccer du Québec et que vous rêvez aussi d'un nouveau stade à Beauport. Pardon? Et que vous rêvez aussi d'un nouveau stade là, situé à Beauport. Ah, peut-être pas nécessairement situé à Beauport. En fait, je rêve d'un stade. On voudrait avoir parce qu'une équipe de CPL, Ouais. il faut qu'elle ait son propre stade. Mm, c'est Alors ça. après, qu'il soit à Beauport ou pas, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'on ait une équipe de CPL, qu'on ait un stade. Après, il faudrait qu'il soit central parce que une équipe éventuelle en CPL va jouer peut-être la première année au PEPS. C'est le seul stade qui peut accueillir ce genre de rencontre. Mais OK. après, si on veut avoir du succès, pour que ça lève, ça prendrait un stade de 5-6 000 places OK. et bien centralisé. Et ensuite, pour Beauport, oui, on pouvait aller en PLSK, mais ça, on aurait pu le faire dès 2012. C'est nous qui avions refusé, parce que c'était OK. Beauport qui était pressenti pour aller en PLSQ. On venait d'être champion canadien avec l'équipe de Royal Select senior masculin en 2012. Mais pour des raisons monétaires, on s'est dit que ce serait mieux que ce soit un projet régional. Donc, ça a été le Dynamo de Québec. OK. D'ailleurs, en parlant du Dynamo, Charles, ça ne me rajeunit pas, mais j'ai joué pour le Dynamo. Ensuite, j'ai été entraîneur au Dynamo et j'étais même le directeur technique du club du Dynamo. Le Dynamo, si tu veux, c'était la sélection des meilleurs joueurs. C'était une sélection régionale. Il y avait U15, U16, U17 jusqu'au senior. Et OK. puis, ça, c'était lors de la première réforme des clubs en 2006. Maintenant, nous sommes dans une deuxième réforme. Et ça m'amène à ta question, l'avenir de Beauport. Actuellement, là, il y a la deuxième réforme du soccer au Canada. La première réforme, Charles, a été initiée par Soccer Québec de 2008 Mhm. à 2019, on va dire comme ça, ou 2020. Et aujourd'hui, on est en train de vivre une deuxième réforme. Alors, c'est le fameux projet de reconnaissance de clubs où tous les clubs doivent être certifiés. Alors, il y a 29 clubs au Québec qui ont demandé à avoir la certification de la licence nationale. Ça, c'est OK. l'échelon numéro un. Ensuite, à l'échelon provincial, régional. Et l'autre, c'est soccer de base, qui est plutôt le, 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 le niveau de certains petits clubs. Voilà. OK. Donc, nous, on a postulé pour la licence nationale. Il y a 12 clubs qui ont été présélectionnés, dont 3 au Québec, à Québec. Donc, OK. Beauport, Chaudière-Ouest et Phoenix. Donc là, on travaille très fort parce qu'on va avoir des visites techniques pour avoir la certification. Et en décembre, on aura le verdict final. Ce projet-là, si tu es là-dedans, c'est comme la nouvelle Ligue 3 qui va s'installer tranquillement. Et OK. tu auras juste 12 clubs au Québec. Donc, ça va être une ligue select. C'est comme si je te disais, comme la Ligue des champions. OK. Ah, Voilà. c'est bien ça. Et on Euh, travaille pour ça. OK, c'est bien. Vous en avez parlé, là, et vous pensez que le Québec ferait un très bon marché pour la Canadian Premier League. Et je suis 100% d'accord avec vous, là, c'est quelque chose que j'attends moi aussi avec impatience. Selon vous, là, c'est pour quand la Canadian Premier League à Québec et qu'est-ce que ça prendrait avant que ça arrive? En premier lieu, peut-être acheter un billet de l'Automax. Blague à part, avec la pandémie qu'on vit, je pense que ce projet-là risque d'être reporté à 2022 OK, parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. ouais, c'est sûr. Donc, donc, les gens qui vont mettre de l'argent là-dedans, actuellement, le contexte n'est pas très favorable. On va attendre que les entreprises reprennent leurs activités et retombent sur leurs pattes. Ensuite, c'est sûr que le Québec, c'est un super beau marché. Je pense que la région est mûre pour avoir une équipe en CPL. Ce qui est bien, c'est que la CPL a signé un partenariat avec le réseau universitaire. Donc, c'est sûr OK. que les joueurs qui jouent universitaire, ils vont être encore plus motivés. Ils savent qu'ils pourraient peut-être vivre leur rêve de devenir pro, puis en plus, ils ont un diplôme dans la poche, ce serait génial. Donc, ça, cette partie-là, comment dirais-je, j'ai moins de prise là-dessus, mais je fais tout pour faciliter les tâches aux promoteurs qui voudraient lancer une équipe en CPL. Excellent. Si vous aviez un conseil à donner à un jeune qui souhaite devenir entraîneur comme vous, là, qu'est-ce que ça serait? Je vais commencer à donner un conseil à un futur journaliste comme vous. Je OK, trouve que vous, je trouve allez-y. que vous êtes très bien renseigné, vous faites bien votre travail,
Vous posez des très bonnes questions, c'est Merci bien beaucoup. articulé. Pour un jeune de votre âge, Charles, je vous félicite. Alors, dans la vie, je vous sens passionné, et ça, c'est la première qualité à avoir. Naturellement, la compétence, mais la compétence vient avec la formation, avec l'expérience, Hmm. sur le tas. Mais si vous avez la passion, vous avez le passeport pour réussir, alors chapeau. Alors, reposez-moi la question, pardon. Si vous aviez un conseil à Ah, donner à un alors, jeune qui souhaite devenir coach comme vous, qu'est-ce que ça serait? ben, c'est, si vous avez la passion, il faut être passionné de ce qu'on fait. Hmm. Parce que la passion, c'est l'ingrédient numéro un pour faire face aux frustrations. Parce que coacher, des fois, c'est ingrat. Donc, vous devez savoir pourquoi vous faites ça. Est-ce que vous coachez pour avoir un petit chèque? Est-ce que vous coachez par passion? Est-ce que vous avez une mission? Est-ce que vous coachez pour développer le soccer? Est-ce que vous coachez pour vous développer vous-même? Est-ce que vous coachez pour développer les jeunes? Est-ce que vous coachez pour développer votre région? Vous devez avoir une direction. Si vous avez ça, et surtout si vous aimez les gens, vous serez un bon coach. Parce que vous allez mettre les jeunes, les joueurs que vous coachez au centre de vos décisions. Alors, plus vous avancez dans le coaching, plus vous allez réaliser que la matière première la plus importante, c'est l'être humain. OK. La personne avant le joueur. Donc, moi, le conseil que je donne à un jeune entraîneur, suis toutes les formations que tu peux, regarde beaucoup de matchs, parce que les matchs à la télé, tout est là, les principes de jeu. Sois autodidacte, achète des livres, achète des DVD, suis des webinaires. Il y a plein de choses aujourd'hui sur YouTube. Et puis, surtout, forme-toi. Il faut qu'il se forme parce que c'est pas vrai qu'on passe de statut de joueur à entraîneur puis qu'on connaît la game, ça n'a rien à voir. Coacher, ça prend une méthode, ça prend une philosophie, ça prend un fil rouge. Excellent. Et en terminant, là, quel est votre plus beau souvenir de soccer, là? Peu importe si joueur, entraîneur, quand vous étiez en Tunisie ou pas, quel est votre plus beau souvenir de soccer? Peut-être quelque chose de très particulier. En 2002, c'était un championnat hivernal. Nous étions on jouait un championnat regroupé, donc il y avait la demi-finale le samedi et la OK. finale le dimanche. C'est l'Université Laval qui recevait le championnat provincial donc de soccer intérieur, c'est pour ça que je dis hivernal. Puis ma femme, euh, ma femme était enceinte et, euh, et puis on a joué la demi-finale le samedi. Elle est rentrée à l'hôpital le samedi soir. OK. Puis j'espérais qu'elle accouche rapidement dimanche pour que j'aille coacher ma finale. La finale était à 4 heures. Et puis, je pense que ma femme a accouché vers 1h30 OK. l'après-midi. Elle m'a Ouais. donné le feu vert pour aller coacher mon match. Je suis arrivé, Charles, avec mon bracelet d'hôpital. Et pourquoi c'est un beau souvenir? Parce que ce jour-là, on a gagné le championnat provincial. C'était le premier titre, la première bannière à vie du Rouge et Or. Et c'était particulier parce que c'était la naissance de ma fille en même temps. C'était Wow. surréaliste, c'était magique. Puis le journaliste qui a fait un article dans le Soleil, il a écrit le Rouge et Or remporte le championnat canadien. C'était pas un championnat canadien, c'était un Ouais. championnat de soccer intérieur. Et à l'époque, on jouait à 7 contre 7. Donc c'est ça qui est drôle. Donc moi, j'ai gardé l'article, même s'il a fait une erreur dans le titre, c'était le championnat provincial Ouais. intérieur. Voilà. Donc ça, c'était un beau souvenir. Wow. C'est Le plus sûr. beau. Merci beaucoup, Samir, d'avoir accepté mon invitation. De rien, Charles, puis continuez votre bon travail. Alors, pour, euh, je ne sais pas si vous comptez faire journalisme à l'université. C'est très possible. C'est possible, ok. Ouais. Pense, vous savez que beaucoup de bons journalistes, là, on fait journalisme et on fait sciences politiques. OK. Essayez de, J'en prends essayez note. de, essayez de voir quel est le meilleur cheminement pour aller chercher le maximum de culture générale, de méthodologie de travail, etc., etc. Parfait. Je vous souhaite un bel été et beaucoup de succès dans vos équipes. C'est gentil, Charles. Au plaisir. Au plaisir. Au revoir. On retourne maintenant en musique et dans le Festival d'été de Québec à Boisvert Radio. Voici Riptide de Vance Joy. I was scared of dentists and the dark. I was scared
scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. Down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Here's this movie that I think you like. This guy decides to quit his job and head to New York City. This cowboy's running from himself. She's been living on the highest shelf. And they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. I just wanna know if you're gonna stay. I just gotta know. I can't have it any other way. I swear she's destined for the screen. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Oh, lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. Yeah, I got a lump in my throat 'cause you're gonna sing the words wrong. On est de retour à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est jeudi et comme à chaque jeudi, il y a une chronique de Thomas Beauchemin. Salut Thomas, ça va? Salut Charles, ça va très bien et toi? Ouais, super bien. T'allais-tu dire ça va quand même bien? Ouais, j'allais dire ça va quand même bien. Non, je me suis mêlé, Non, ça j'allais va dire super bien. ça va super bien puis tout, puis en tout cas, je me suis mêlé dans mon intro. Parfait, parfait. Comme Tu nous, veux pour commencer voir par nous, nous tu vas parler de l'alerte Amber aujourd'hui? Yes, l'alerte Amber, on va commencer par ça. C'est pas une super nouvelle à parler, mais bon, une alerte Amber qui a été déclenchée depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. En fait, Ouais. nous, je t'ai parlé jeudi, puis ça s'est déclenché environ 1 heure avant qu'on ait tourné la fameuse chronique pour ton podcast. Ouais. Et puis, bref, ce qui s'est déroulé, c'est que ça s'est déroulé à Saint-Apollinaire, près de Lévis. En fait, il y a un homme de 44 ans du nom de Martin Carpentier qui a eu un accident de voiture avec ses deux petites filles qui sont Nora Carpentier et Romy Carpentier. Nora Carpentier avait 11 ans, Romy 6 ans. Ce qu'on apprend, c'est que Nora Carpentier était la fille adoptive de ce dernier et Romy, ben vraiment, sa fille Biologique. néologique et tout. Donc, ce qu'on apprend, c'est qu'ils ont eu un accident de voiture. Par la suite, ils étaient disparus, ils n'étaient pas rentrés à la maison. La mère n'avait pas de nouvelles. Donc, la mère a décidé de contacter le service de police. Et quelques heures plus tard, environ presque 24 heures plus tard, ça s'est déroulé mercredi dans les alentours de 20 heures, l'accident. Jeudi, dans les alentours de 15 heures, tous les Québécois et Québécoises ont reçu la fameuse alerte en bas. Ouais. Le téléphone, les TV, ouais. Exactement. Partout, ça s'est déclenché. L'alerte Amber a été déclenchée partout au Québec pour retrouver les deux jeunes filles qui étaient en compagnie de leur père. On le sait, quand on pense que des enfants peuvent être en danger, on déclare un alerte Amber. Alors, l'alerte a été déclenchée. On a cherché les fillettes ainsi que leur père pendant des jours.
Les jours ont passé et là, on est arrivé le samedi matin et on a décidé de faire une battue avec le monde. Et à un moment donné, ben, malheureusement, on a découvert vers 12h30 un premier corps inanimé. Là, en ce moment-là, la police est venue l'annoncer. On n'a pas parlé si c'était une des petites filles ou le père, Martin Carpentier, tout simplement. Ouais. Par la suite, un deuxième corps a été découvert. Là, on a vraiment l'alerte Amber a été terminée à ce moment-là. Ça a été annoncé officiellement. Ça a été un choc là, pour tout le Québec. D'ailleurs, moi, j'ai appris au travail, il y a juste une cliente qui est débarquée et qui nous a dit « Ouais, l'alerte Amber est finie, ils ont retrouvé morte. » Okay. Oh. Tu fais comme un saut, là. Ouais. Tu sais, on s'en doutait un petit peu, mais tu te dis, tu gardes une lueur d'espoir, tu te dis peut-être que non. Et là, finalement, samedi, après 48 heures d'alerte Amber, ça a été arrêté. Ça a duré quand même presque. Ben, ils ont disparu mercredi, donc ça fait quasiment 3 jours sans nouvelles. C'est quand même gros. Au Québec, d'habitude, en alerte Amber, ça va durer quelques heures. D'habitude, 10-12 heures, c'est retrouvé. Qu'on les retrouve vivants ou morts, peu importe. Mais là, vraiment, on a retrouvé les deux petites filles. Là, on a déclenché à ce moment-là, l'alerte Amber est devenue une chasse à l'homme pour retrouver Martin Carpentier, 44 ans. D'ailleurs, l'alerte Amber est toujours en cours au moment où on se parle. Non, parce que je l'alerte sais pas Amber si... est terminée. C'est juste la recherche. Excuse-moi, ouais, la chasse à l'homme, excuse-moi. L'alerte Amber est finie. La chasse à l'homme, elle, pour l'instant, a toujours lieu. Donc, je ne sais pas quand ton podcast va sortir, si ça sera encore en train de se faire. On espère que ça soit résolu. Mais là, pour l'instant, ce qu'on apprend, c'est que la Sûreté du Québec recherche Martin Carpentier, 44 ans. Il portait un gilet gris la dernière fois qu'il a été vu, un T-shirt, des jeans aussi. Si vous le voyez, on vous demande de contacter 911. Ce qu'on apprend, c'est que la SQ la Sûreté du Québec cherchait à Saint-Apollinaire, sont allés à Saint-Agapi. Et là, on va changer la stratégie de recherche. Ça a été annoncé hier soir. Excusez-moi, mardi soir, c'est parce que... Bref, mardi soir, parce que là, on est mercredi au moment où on tourne, là, donc je me suis comme fait la petite erreur d'habitude. Mais c'est ça, mardi soir, la Sûreté du Québec a annoncé sur leur compte Twitter qu'on allait arrêter, on allait changer la stratégie pour retrouver M. Carpentier. On ne sait pas, est-ce qu'il est rendu à l'étranger? Est-ce qu'il a réussi à se sauver? Il a pu prendre un vélo, une voiture, bref, on ne sait pas. Il y a même il y a même des trains là, qui passent dans ce coin-là. Est-ce qu'il aurait pu peut-être, je ne sais pas, moi, embarquer sur un train? On sait qu'il y a du monde qui voyageait comme ça dans le temps. On verra. Donc, peut-être qu'utiliser les rails, on verra bien. Mais là, la SQ tente de le retrouver. Donc, si jamais vous le voyez, n'hésitez pas à contacter la police au 911. Ouais. C'était l'alerte Amber la plus longue de l'histoire. Ça a l'air là, de jeudi après-midi jusqu'à vendredi matin. Là. Comme tu disais, là, c'est habituellement... À samedi même. Ouais, habituellement, ça dure quelques heures, mais là, ça a été assez long. Ouais, un bon 48 heures. Ouais. Tu veux aussi nous parler là, des dénonciations d'inconduite sexuelle là, qui submergent massivement le monde artistique en ce moment. Oui, c'est très, très gros de ce temps-ci, le monde artistique, à quel point des gros noms n'arrêtent pas de tomber. Premièrement, écoute, ça a commencé par un mouvement, je ne sais pas si tu te rappelles en 2018, le hashtag MeToo qui avait fait tomber, on se rappelle Éric Salvaille, Gilbert Rozon d'ailleurs aussi. Ça avait été touché beaucoup par le monde de l'humour. Là, ça a commencé avec Safia Nolin qui a dénoncé Marie-Pierre Morin pour lui avoir mordu la cuisse. Donc, et avoir eu un comportement un peu déplacé, elle a fait des commentaires racistes aussi. Bon, ça a fait beaucoup rager. Beaucoup de monde disait que Safia Nolin, ça n'avait pas de bon sens, surtout qu'on a retrouvé des vieux tweets d'elle disant des affaires qui ne se répètent pas vraiment, là, disant travail, on sait qu'elle est lesbienne, homosexuelle, je suis lesbienne et je veux, bon, je ne dirais pas le mot, c'est l'engin reproducteur chez l'homme. Et puis, elle voulait, c'est ça, donc il y a des vieux tweets qui faisaient en sorte qu'on ait de la misère. Mais là, par la suite, il y a vraiment des histoires que peut-être c'est arrivé, des histoires d'inconduite sexuelle. Il faut comprendre que, tu sais, il y en a que là-dessus, ça va être des vrais, puis peut-être qu'il y en a que c'est pas vrai. En tout cas, bref, il y a eu beaucoup de gros noms qui ont tombé dans le domaine artistique. On peut penser, d'ailleurs, il y a eu Yann Perrault, Alex Teffi qui ont sorti. Eux, ils n'ont pas été largués par leur maison de disques, comparativement à Kevin Parent, qui lui a été largué. Ils sont tous excusés. Alex Teffi, lui, c'est un petit peu moins pire. C'est plus, dans le fond, moins pire. C'est une relation toxique qu'il aurait eu avec son ex. C'est rien d'agression sexuelle, donc on peut se rassurer pour ça. Sinon, aussi des gros noms qui ont tombé un peu partout. Je ne sais pas si tu connais le YouTuber GMC. Non. Non, OK. Sinon, il y a Kevin Marquet aussi qui est sorti dans les noms de dénonciation. Maybe Watson de À la Claire Ensemble, un rappeur. David Desrosiers, le bassiste de Simple Plan. Vraiment des gros noms. Et là, non seulement ça touche le domaine artistique, mais mercredi matin, donc hier matin, il y a une nouvelle qui est sortie et là, ça va même toucher à la politique maintenant. Alors que le chef du Bloc québécois, M. Yves-François Blanchette, se fait reprocher
des allégations d'inconduite sexuelle qui seraient survenues dans un bar de Montréal en 1999, donc de ça environ 21 ans. Ce qu'on apprend, c'est que là, Yves-François Blanchet serait inconduit sexuellement. Il aurait tenté d'avoir une relation sexuelle avec une femme. La femme l'a repoussé à plusieurs moments. Il a quand même continué, mais bon, là, il n'y a pas eu de viol. Ce qu'on apprend, c'est que ça a terminé que l'homme a juste fait s'est masturbé devant cette dernière, vu qu'il n'y avait pas une relation sexuelle. Mais M. François Blanchet s'est fait reprocher ces actes-là par une femme sur une page Facebook de dénonciation là, qui est vraiment rendue gros, où est-ce que plusieurs gros noms se font sortir et que, bon, par la suite, ça sort dans les médias. Et bref, M. François Blanchet lui nie toutes les accusations de ce qui s'est passé. On se rappelle, M. Blanchet, à ce moment-là, était le gérant du chanteur Éric Lapointe, comme on appelle une des plus gros rockstars du Québec. Là. Donc, on sait qu'Éric Lapointe, c'était pas, moi, je pourrais dire, c'était pas l'homme le plus clean après ses spectacles. Là. Il sortait pas de là avec une caisse de jus de pomme, mettons. Donc, ça ressemble à ça. Parfait. Donc, c'est tout de ton côté? Oui, ça va être tout pour cette semaine. Excellent. Merci encore d'être venu là, cette semaine, encore une fois, pour Ça fait la plaisir. sixième fois. La sixième. Ouais. Je m'en rappelle plus exactement. Ouais, je pense bien être rendu à la 6e semaine. Donc, Bon. à la semaine prochaine, là, bye. Yes, salut. C'est tout pour l'émission de ce soir. Merci beaucoup à Samir Grib pour la belle entrevue de tantôt. Merci aussi à Thomas Beauchemin pour sa chronique. Je vous rappelle que demain, Boisvert Radio prendra relâche. Je pars là en chalet dans Port-Neuf pour la fin de semaine. Toutefois, demain, au cours de la journée, là, je vais mettre en ligne sur Facebook les 2 dernières chansons qui auraient joué dans le cadre du Festival d'été de Québec à Boisvert Radio. Également là, en respectant le thème du Vendredi Rap. Donc ça, c'est quelque chose là, pour conclure en beauté là, le Festival d'été de Québec à Boisvert Radio. Et pour le décompte musical de mercredi prochain, les 2 chansons que je vais mettre demain vont également être incluses dans le sondage qui sera en ligne sur Facebook samedi matin. Donc, rendez-vous demain pour écouter la fin du festival et également rendez-vous lundi prochain pour la prochaine émission de Boisvert Radio. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute ce soir. Bonne fin de semaine et on se retrouve lundi.